Pour l'instant, nous avons la chance de recevoir, l'honneur de recevoir le docteur Frédéric Salman. Très connu, professeur Salman à travers le monde. Il est docteur cardiologue nutritionniste, praticien associé des hôpitaux de Paris. Il dirige depuis 20 ans la revue des pratiques nutritionnelles. Il est également l'auteur de très nombreux best-sellers, traduits en plus de 40 langues, dont des titres accrocheurs, des titres qui nous donnent envie d'en savoir plus. Un par hasard, on s'en lave les mains. Le meilleur médicament, c'est vous, par exemple. Il apparaît très régulièrement dans les médias, on le voit régulièrement intervenir, dès lors qu'il faut avoir une voix qui n'est pas forcément une voix orthodoxique, dès lors qu'on peut avoir une voix un peu dissonante, dès lors qu'on peut entendre quelque chose d'un peu différent. Spécialiste de la médecine préventive, il développe des moyens simples, à travers ses recherches nombreuses, ses livres, pour nous protéger des maladies et prolonger notre espérance de vie tout en restant en bonne santé. N'hésite pas à affirmer que toute mort avant l'âge de 120 ans peut être prématurée. Notre corps a la capacité de vivre jusqu'à cet âge, mais il faut mettre en place les éléments nécessaires pour ça. Lors de ces rendez-vous à l'hôpital, le docteur Salman informe ses patients que leur âge chronologique peut être différent que de leur âge biologique et qu'ils donc peuvent rajeunir biologiquement. Il est le directeur scientifique de la Fondation pour la recherche en physiologie, avec une mission dont il va nous parler, qui est celle de la Fondation, notamment celle d'étudier le rat taupe nu, qui a 93% de gènes communs avec nous. Ça ressemble à une petite souris, il va nous en parler dans quelques instants. Elle a une espérance de vie, cette petite souris, de 30 ans. Par rapport à l'homme, c'est comme si nous vivions, nous, jusqu'à 600 ans en parfaite santé. Résistant au cancer, aux maladies cardiovasculaires ou aux maladies neurodégénératives, qui sont les principales causes de la mortalité. Le docteur Salman est membre actif d'un accélérateur de la recherche biomédicale dont l'objectif est d'être les premiers à bénéficier des nouvelles technologies pour donner accès demain à une large population. Des guérisons spectaculaires, on peut le dire dans ces termes, sont possibles avec les nouvelles thérapies lorsqu'elles sont appliquées à temps. Des solutions existent, mais elles sont trop nombreuses. Par exemple, il y a actuellement plus de 1300 études sur les nouveaux traitements en immunocancérologie. Et il s'agit donc d'aller à l'encontre de toutes ces dimensions-là pour les rendre plus simples, pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Et c'est un des travaux du docteur Salman. C'est donc une conférence différente de ce que l'on avait pu voir hier, avec une différence plus économique. C'est une conférence à l'évidence plus différente que ce que l'on verra cet après-midi avec un aventurier. Et c'est ce qui constitue justement la semaine de notre Imagination Week, cette semaine différente, transdisciplinaire. C'est toujours un honneur de recevoir des personnalités importantes, comme hier et aussi ce matin. C'est pour nous vraiment un honneur de vous recevoir, Dr Salman. Je vous invite sur scène. Merci beaucoup. Depuis le début de l'humanité, il y a eu 108 milliards de morts. C'est beaucoup. Personne s'en est sorti. Donc on a une espérance de vie qui est limitée, mais on est en train de bouger cette ligne. On s'est intéressé à une maladie qui est la maladie de Werner. C'est une maladie qui touche des gens jeunes, qui ont une trentaine d'années, et d'un seul coup, ils ont une accélération du vieillissement. En gros, à 40 ans, c'est comme s'ils avaient 90 ans. Et donc, ils vont mourir ensuite, soit de cancer, Alzheimer, maladies cardiovasculaires, toutes ces maladies liées à l'âge. En étudiant cette maladie, on a compris qu'il y avait un gène en question. Et quand ce gène s'allumait, eh bien, tout simplement, les sujets se mettent à vieillir très vite et mourir. Alors, ça donne un éclairage nouveau, c'est-à-dire que maintenant, on considère le vieillissement comme une maladie et non plus comme une fatalité. Ça change tout. Et quand on met en regard, parce qu'en ce moment, on est en train de faire des progrès en médecine absolument inimaginables. En particulier, CRISPR-Cas9, qu'est-ce que c'est ? C'est que ça a été récompensé par 2 prix Nobel il n'y a pas très longtemps. À partir de l'ADN, notre code génétique, 2 chercheurs ont réussi à trouver des ciseaux moléculaires pour enlever un gène défectueux et en mettre un autre. On ne peut pas imaginer plus grande découverte.
plus importante que ce qu'il y a jamais eu. C'est-à-dire qu'on peut modifier un code. Ça ouvre des perspectives absolument inimaginables, qui peuvent être en même temps philosophiques et économiques, bien sûr, on en reparlera. Donc, quelque part, on est en train de bouger les lignes comme on n'a jamais bougé les lignes. On est en train de comprendre qu'on peut tout faire. C'est une sorte de mécano et ça va complètement changer la compréhension des choses. Alors, bien évidemment, on se dit, tant mieux, on va pouvoir vivre des centaines d'années. Effectivement, je travaille depuis pas mal d'années sur une petite souris qui s'appelle le rat taupe nu. Le rat taupe nu, c'est une petite souris qui vit en Éthiopie, en Somalie, en Afrique de l'Est principalement. Et cette petite souris, donc, comme on le disait, elle vit 30 ans. Et vous voyez, ces 30 ans, vous voyez, c'est pas très beau. Ça ressemble plutôt à un vieux pénis fripé qu'autre chose. Mais cette petite souris, eh bien, tout simplement, en 30 ans, c'est 600 ans pour un humain. Elle résiste bien sûr au cancer. On lui a implanté des tumeurs cancéreuses violentes, elle les rejette tout de suite. Jamais de problème cardiovasculaire, jamais de problème neurodégénératif. Mais surtout, le point important, elle ne vieillit pas. Une souris, d'habitude, ça vit 2 ans. Mais au bout de 30 ans, eh bien, cette petite souris-là, sans poils, quand elle meurt, en fait, elle s'endort en quelques semaines, elle baisse son activité, eh bien, on s'aperçoit que à l'autopsie, tout est neuf. Elle n'a aucun signe de vieillissement, comme si le vieillissement s'était arrêté d'un seul coup. Si on prend l'équivalent pour un humain, elle arrête de vieillir à l'âge de 20 ans. Et tout reste sans le moindre signe d'altération. Alors, on observe de très près cette petite souris. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Quelques petites choses quand même. Premier point, elle a une température corporelle plus basse, 32 degrés. Et on a repéré d'ailleurs que les centenaires ont en moyenne 1,5 degré à 1 degré de moins que le reste de la population. Alors on a pris des souris, on leur a fait une petite action au niveau de l'hypothalamus pour baisser le thermostat, et elles ont perdu 1,5 degré en moins. Eh bien, elles ont vécu 15% de vie en plus tout de suite. Autrement dit, il y a un lien avec la température. Très intéressant. Un autre élément intéressant, on en reparlera, c'est qu'elles sont végétariennes et il n'y a aucun rat taupe nu qui est en excès de poids. Et il s'agit de beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garder des rats taupe nus dans des cages. On est obligé d'avoir des cages superposées, reliées à des tuyaux, et toute la journée, elles font du sport, elles cavalent. Donc, le rat taupe nu nous montre que quelque part, un animal proche de nous, puisque d'ailleurs, quand on teste des médicaments, on les teste chez la souris, avant de les donner à l'homme, eh bien, on peut arrêter le vieillissement, qui est la source de toutes les maladies. On commence à vieillir d'ailleurs à l'âge de 20 ans, même un petit peu avant, et on s'en aperçoit parce que le thymus, qui est un organe qui se situe ici, eh bien, tout simplement, il va involuer tout doucement. Il a 35 grammes à l'âge de 15 ans, il va faire 5 grammes à 80 ans. Et c'est tout un des systèmes clés de l'immunité. Donc l'immunité, elle descend progressivement. Et un jour, quand l'immunité n'est plus au rendez-vous, eh bien, les gens meurent, puisqu'une simple grippe peut les emporter. L'immunothérapie fait en ce moment des progrès inimaginables. C'est-à-dire que, pour donner un exemple par rapport au cancer, aujourd'hui, il y a la chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, c'est quand même agressif. L'immunothérapie, si vous voulez, je vais essayer de résumer schématiquement, on prend une partie de la tumeur, on va prendre et développer avec ce fragment et le sang dont on tire les anticorps une armée immunitaire qui va détruire la tumeur dans un deuxième temps. Extraordinaire. Donc il y a des recherches en
en ce moment fantastique. Comme on le disait, rien qu'en cancéro, il y a 1300 études dans le monde en ce moment, mais c'est aussi un problème économique, puisque c'est des médicaments faits uniquement, entre guillemets, pour un individu, et qui coûtent très cher, ou alors qui sont tellement sophistiqués que c'est un exemple. Pour traiter une maladie qui est l'hémophilie B, qui donne des saignements épouvantables qui font mourir les gens, il y a un médicament qui est sorti qui s'appelle l'Hemgenix. L'Hemgenix est vendu aux États-Unis, ça coûte 3,5 millions de dollars la dose. Donc les gens sont sauvés définitivement, mais un vrai problème économique se pose. Pour traiter le mélanome, qui est un cancer de la peau qui donne des métastases, il y a un médicament maintenant qu'on a en France, qui est l'Opdivo, et l'Opdivo coûte 2400 € les 24 millilitres. Donc on se trouve économiquement en ce moment face à une montée en puissance de médicaments incroyables, mais qui ne vont pas être à disposition des 8 milliards d'habitants de la planète. Les systèmes de sécu, de mutuelles, par rapport à ces innovations incroyables, ne pourront pas résister. Parce que non seulement il y a le médicament, mais derrière, il y a tout un monitoring extrêmement technique pour suivre les sujets. Donc, quelque part, on fait des pas de géant en ce moment à couper le souffle en médecine, même dans le diagnostic, puisqu'on a un IRM en ce moment à Saclay de 11,7 Tesla. Ça permet de voir au micron près ce qui se passe dans les cellules. C'est-à-dire qu'on a des outils de fou, mais le sujet qui est en train de se poser, c'est ça sera pour qui ? C'est un vrai problème. Alors ici, en France, par exemple, on s'accommode très bien qu'il y ait des pays qui n'ont pas du tout accès. J'ai été plusieurs fois en Inde pour quelques euros, il n'y a pas les antibiotiques pour sauver des gens, mais c'est loin de chez nous, c'est pas chez nous. Mais maintenant, c'est chez nous, c'est-à-dire qu'il y a de l'innovation qui se fait, auquel on n'aura peut-être pas droit. Donc il y a un vrai sujet économique sur lequel il faut réfléchir. Et ce n'est pas simple du tout. Alors, on attribue beaucoup d'innovation. Après, on se dit, oui, il y a l'intelligence artificielle, les chats GPT dérivés dans la santé, ça va apporter beaucoup. Oui et non. Puisqu'on remarque que par rapport à ces systèmes d'intelligence artificielle, ils vont prendre ce qui existe déjà. Et ça manque de créativité, même quand ça se dit créatif. Je vais vous donner un exemple. Il y a un siècle, les marins qui revenaient étaient touchés régulièrement par le scorbut. On isolait les bateaux, on pensait que c'était des virus, des bactéries, et ils mouraient à peu près tous de saignements, de cachexie, c'était épouvantable. Et puis ça a duré très longtemps de voir les gens, les marins qui revenaient sur ces bateaux et qui mouraient dans les ports parce qu'on ne les laissait pas débarquer. Les recherches pour chercher le virus ou la bactérie comme on pourrait faire à l'intelligence artificielle aujourd'hui, ne trouvaient pas. Et puis à un moment donné, un chercheur lance la notion de vitamine qu'on ne connaissait pas. Et on s'aperçoit, le scorbut, c'est quoi ? C'est une carence en vitamine C. Ça se soigne avec des oranges, des citrons, et ça disparaît. Donc, dans cette recherche médicale aujourd'hui, il y a une partie où l'IA va être utile, par exemple pour les diagnostics radiologiques, les diagnostics d'anapathie, c'est-à-dire on prend des cellules, savoir si c'est cancéreux ou pas, oui. Mais pour une créativité qui nécessite des ruptures assez étonnantes, quelque part, quand on joue un petit peu avec le système d'IA aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est tellement politiquement correct qu'ils n'osent pas aller sur des choses absurdes. Et c'est justement à partir de l'absurde, de choses assez étonnantes, qu'on va trouver des nouvelles solutions. Donc l'IA est tellement quelque part formatée qu'il est impossible de trouver des choses qui sont complètement inattendues
Et c'est très rassurant. Donc en sortant de ce formatage, on va permettre d'aller encore plus vite, encore plus loin. Et vous avez la chance aujourd'hui d'ailleurs d'être à un moment où vous dites, tiens, je vais pouvoir peut-être bénéficier de tout ça et vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps en bonne santé. C'est possible, mais comme on l'a vu, il y aura des problèmes économiques en particulier. Le temps que tout ça soit complètement au point, ça va prendre du temps. Petite parenthèse, pour vous, pour nous tous, comment faire pour tenir le temps que les secours arrivent? C'est-à-dire, comment rester en bonne santé? En fait, on peut déjà agir tout de suite. Et en reprenant l'exemple des ratopnus, d'abord, ils font du sport. Si vous faites tous les jours 30 minutes d'exercice physique sans vous arrêter, bon, les 20 premières minutes, ça ne va pas grand-chose, on brûle du sucre. Après, on brûle des mauvaises graisses et on libère 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier, mais qui dure que 24 heures. Il y en a qui disent « je fais du sport le week-end », je veux dire, tant que vous y êtes, vous vous lavez les dents que le week-end. Eh bien, quand on fait ces 30 minutes tous les jours, on baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Souvent, j'entends des gens qui me disent « oui, mais j'ai pas le temps ». Écoutez, je vous donne mon exemple. J'ai à la maison un vélo d'appartement et tous les jours, je monte 1 heure dessus. Je fais c'est un vélo, vous savez, comme un siège. Je fais mes mails, mes SMS, mes coups de fil dessus. Donc, je suis sûr que vous passez au moins 1 heure d'écran par jour. Passez-le sur un vélo. D'ailleurs, ça serait bien, en entrant ici, il manque quelque chose, c'est des grandes tables. J'ai vu ça dans des universités dans d'autres pays, où les étudiants chargent leur portable et pédalent. On est assis, mais on pédale en même temps. Et en plus, ça booste l'énergie, on sécrète des endorphines qui sont des hormones du bonheur, on a une forme et une créativité beaucoup plus forte. Donc ça serait bien plutôt que ça fasse un peu, on s'assoit, ça fait un peu plan-plan, qu'il y ait des choses un peu plus dynamiques. Petite idée que je suggère à la maison. Le deuxième élément pour tenir le temps que les secours arrivent et que ces recherches absolument exceptionnelles soient là, la nutrition est très importante. Donc, on sait que 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Alors, important, je vous parlais par exemple du jeûne séquentiel. Qu'est-ce que c'est que le jeûne séquentiel? C'est en gros pendant 16 heures, on arrête de manger, mais on s'hydrate très bien. On prend de l'eau, du thé, des tisanes, surtout pas d'édulcorants. On prend que des choses à boire, de l'eau, mais pas de calories du tout. En fait, comme à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes, le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, pouvant donner lieu, par exemple, à des cancers. Quand on pratique ce jeûne, on renforce l'ADN, il y a moins d'erreurs de copie, d'ailleurs le teint est plus clair, on est plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatisme. Et c'est comme si on réactive nos défenses. D'ailleurs, c'est intéressant parce que toutes les religions, toutes les cultures de l'humanité ont toujours parlé du jeûne comme un message du fond de la nuit des temps pour réactiver une mémoire biologique ancienne. On va lutter contre notre obsolescence programmée. Vous savez, digérer, c'est pas rien. On fait travailler une dizaine d'organes, le pancréas, le côlon, le foie, les reins, des hormones, des enzymes, c'est une usine. Et tout se passe comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Alors, il y a eu 4 grosses découvertes sur le jeûne séquentiel, dont beaucoup sont liés à un prix Nobel japonais. Premier point, ça booste l'immunité. Or, c'est ce qui nous permet de nous débarrasser des virus, des bactéries, des cellules cancéreuses qu'on fabrique tous les jours. L'immunité monte. D'ailleurs, il y a une expérience qui a eu lieu c'était en fin de l'année dernière, au Japon. Ils ont pris une population de femmes et d'hommes d'âge moyen 58 ans.
Pendant 3 mois, ils ont suivi ce jeûne séquentiel. Au bout de 3 mois, ils avaient le système immunitaire de personnes de 26 ans. Ça avait remonté le temps. Deuxième point, ça fait chuter l'inflammation, qui est la porte d'entrée de toutes les maladies. On le voit en analysant ce qu'on appelle la CRP dans le sang. Troisième point, ça fait sécréter une molécule BDNF qui augmente de façon considérable l'acuité et l'agilité cérébrale. On pense plus vite, plus rapide, et en même temps, ça met de meilleure humeur. Et quatrième point, on sécrète l'hormone de croissance jusqu'à 3000%, qui est une hormone anti-vieillissement. Vous savez, aujourd'hui, en France, on ne meurt pas de faim ou de carence, on meurt d'excès. Donc, le jeûne, c'est une expérience. Souvent, les gens se disent « Ah, je suis fatigué, il faut que je mange quelque chose ». Ils confondent. Ils ne sont pas fatigués parce qu'il manque quelque chose, ils sont déshydratés. Prenez 2 grands verres d'eau et vous voyez après. Et la plupart du temps, on se dit « Ben non, finalement, j'ai repris la forme ». Quand on ne boit pas assez, il faut des points d'eau à peu près partout. Ici, j'en ai pas vu assez non plus. Je critique la maison en venant. Eh bien, on a beaucoup plus d'énergie. Bien s'hydrater, c'est essentiel pour être bien et ne pas confondre les signaux de la faim et les signaux de la déshydratation. Donc, si vous voulez, faites l'essai de faire ce jeûne séquentiel. En même temps, ça fait du bien à la planète, on va consommer moins de choses. Mais surtout, on trouve une énergie. Pensez à vous, après un repas, à votre énergie intellectuelle, très utile ici. Et quand vous êtes avant le repas, ce n'est pas la même. Au lieu d'utiliser votre énergie à digérer, elle sert à réparer les dégâts cellulaires, à régénérer et avoir une énergie cérébrale nettement supérieure. Donc faites l'essai, 2 repas au lieu de 3. Le plus facile, en général, c'est de sauter le petit déjeuner en s'hydratant bien. Il y a 10% des gens qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils font de l'hypoglycémie. Bon, ben on laisse tomber. Mais pour l'immense majorité, c'est complètement possible. Donc déjà, si vous associez de baisser le sucre aussi, qui est un accélérateur du vieillissement. Aujourd'hui, vous savez, un enfant de 7 ans a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Plus on consomme de sucre, plus on vieillit. D'ailleurs, à l'hôpital, quand je fais un PET scan pour rechercher des cellules cancéreuses chez un sujet, on fait une intraveineuse de sucre avant. Si jamais il y a des cellules cancéreuses, elles rappliquent tout de suite. Elles adorent le sucre. Donc, il faut baisser le sucre, baisser également le sel qui est vecteur d'hypertension, de cancer de l'estomac. Et c'est d'avoir une alimentation plus saine, c'est extrêmement important. Donc, quelque part, dans cette innovation, ce qui est à portée de tous, c'est la prévention. On comprend maintenant beaucoup mieux comment ça marche. Et c'est applicable tout de suite, comme de faire de l'exercice, marcher vite, calculer sa nutrition un petit peu mieux. Le sommeil aussi est important. Il faut en gros 7h30 de sommeil toutes les nuits. Dormir trop, c'est pas bon. On s'est aperçu que plus de 9 heures multiplie par 4 le risque de mort subite. Donc, quelque part, pas trop. Si on dort 6 heures, on baisse l'immunité. Donc, il faut essayer de trouver une bonne durée de sommeil, en sachant qu'il faut qu'il fasse le plus frais possible dans la chambre. Il faut le noir complet, parce que quand il y a un noir complet dans une chambre, on dort mieux, parce que le moins de diodes lumineuses perturbe le sommeil. Si on ne peut pas, mettez-vous un masque d'avion, et on dort très bien. Donc, en définitive, on a déjà essayé d'être en pleine forme, en bonne santé. C'est votre capital le plus précieux aujourd'hui. On est avec, en termes de prévention, la notion de bilan, de check-up est très importante. Et très peu, en particulier en France, de gens s'intéressent à se faire des bilans tôt et les font en général quand ils sont malades. Et
quelque part, connaître sa pression artérielle, consulter une fois par an pour regarder un petit peu les paramètres au niveau du sang, ça a beaucoup de sens. On éviterait beaucoup de problèmes si on prenait autant soin de soi-même que de son automobile, où on pense à regarder la pression des pneus, l'huile, etc. Mais on a un petit peu... il y a un non-sens par rapport au capital le plus important qui est la santé. Aujourd'hui, au niveau global, au niveau économique, c'est le secteur le plus puissant, le plus porteur. Parce que toute innovation santé, tout ce qui va se passer va distancer les autres d'un seul coup. Et si le pipe d'innovation n'est pas rempli correctement, eh bien les produits ont une durée de vie qui s'effondre. Je vais vous donner des exemples comme quoi l'innovation santé est clé. Il y a quelques temps, pour l'homme, quand il y avait des problèmes d'impuissance sexuelle, il y avait un marché énorme qui s'est développé avec des produits type ginseng, des produits diététiques qui agissaient plutôt sur l'effet placebo. Et puis d'un seul coup, le Viagra sort, puis ensuite toute une série d'autres générations beaucoup plus performants. Tout ce marché-là a disparu. C'est dans l'esthétique, au moment où le Botox et l'acide hyaluronique qui efface les rides par des injections sont arrivés, toute une série de produits cosmétiques se sont effondrés. Donc, quelque part, même dans des produits qui ne sont pas clés pour soigner des maladies, l'innovation est en train d'aller à toute vitesse qui bouscule absolument toutes les lignes. Les innovations peuvent venir aussi au niveau de la toxicologie, c'est-à-dire faire des produits plus sains. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la notion de plastique, puisque on s'aperçoit que si vous prenez une boisson issue d'une bouteille en plastique, on retrouve 32 perturbateurs endocriniens dans le verre, qui augmentent en particulier les cancers hormonodépendants. Eh bien, ces boissons, on se dit, tiens, comment jouer la partie par rapport au plastique ? Si vous faites l'erreur de réchauffer un plat dans du plastique au micro-ondes, il y a une migration qui se fait des plastiques pas possible. Donc, chaque fois qu'il y a des produits qui arrivent et qui résolvent une équation en termes de sécurité, les autres vont être distancés. Donc, on a cette accélération. C'est aussi fort que Kodak, qui était sur l'argentique, qui n'a pas cru aux photos sans pellicule, que Nokia qui n'a pas cru au smartphone. On a dans la santé en ce moment une innovation comme on n'a jamais vu, qui touche non seulement les médicaments pour se soigner, mais la prévention pour éviter les maladies et maintenant le bien-être. Donc on a une gamme d'innovations qui touche juste par la santé le mode de vie et sur lequel les parties vont se jouer, en sachant que la partie qui va se jouer essentielle, moi je participe à un cabinet où il y a une trentaine de personnes qui travaillent sur l'innovation santé à 360 degrés. Et d'ailleurs, vous avez mon mail pour ceux qui ont envie de travailler dans cette entreprise ou de faire des stages. Vous m'envoyez un mail, je serai très heureux de vous accueillir avec les différents collègues qui y travaillent. Il y a une cinquantaine de consultants également dans toutes les industries. Donc, c'est important parce que, en fait, ça se joue. Si vous faites des choses que tout le monde fait, à un moment donné, ça ne vaut plus rien. Il faut être capable de créer, d'innover pour faire la différence. Et en plus, très vite, parce que c'est rattrapé à toute vitesse. La compétition mondiale est étonnante. Ça donne des aspects vraiment positifs. Accélération de la santé et en même temps,
tellement formaté, conventionnel, que si vous n'osez pas aller vers des ruptures, et parfois ce que j'appelle du n'importe quoi, ça n'innove plus. Or, c'est là-dessus que ça va se jouer. Donc, bien faire comme tout le monde, oui, mais ce n'est pas ça qui va faire votre différence. Et quelque part, le système éducatif n'est pas aujourd'hui programmé dans ce sens. Je regardais, par exemple, j'ai interrogé en venant ChatGPT sur qu'est-ce qu'on peut faire avec un verre d'eau en plastique qui est destiné à boire. ChatGPT a sorti une douzaine de possibilités en dehors de boire de l'eau. Comme en faire un pot de fleurs, mettre une diode pour faire un éclairage d'ambiance. Il y en a plus de 50 en fait qui existent. Donc ils ont pris que des choses extrêmement classiques, mais par exemple le découper pour en faire des boucles d'oreilles. Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans le conventionnel. Et si je transpose aux innovations qui ont lieu actuellement dans la santé, à un moment donné, elles arrivent par des modes de raisonnement qui ne sont pas très loin de l'absurde. Donc cette force de créativité fera toute la différence pour vous dans l'avenir si vous chopez le truc. C'est très, très particulier. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs prix Nobel de médecine et qui fonctionnent exactement comme ça. Ça arrive par des voies complètement inattendues où il faut oser à un moment donné sortir des sentiers battus. Donc on est en ce moment sur un versant en termes de santé, que ce soit CRISPR-Cas9 qui modifiait le génome, mais jamais on n'a imaginé. Des systèmes pour voir pratiquement l'être humain transparent, on y arrive. Des médicaments où nos propres cellules vont nous soigner, c'est un raz-de-marée. Et d'un autre côté, on a eu plein de manifs pour la retraite à 64 ans. C'est vrai que je considère que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Je ne vois pas comment les caisses de retraite vont tenir par rapport à ce qui peut se passer. Donc on est dans une phrase, je crois que c'est la plus belle période de l'humanité pendant laquelle nous vivons en ce moment. Jamais il n'y a eu autant d'innovation. C'est fabuleux. Une compétition de 8 milliards de personnes hors normes via Internet. Tout le monde est sur le coup. Pour sortir la tête de l'eau de tout ça, c'est la créativité qui va faire la différence. Donc déjà, faute en état pour vous d'être créatif. Si aujourd'hui vous prenez un repas bien lourd, vous verrez votre créativité en berne. Donc pensez à être aussi agile au niveau physique qu'intellectuel, parce que quelque part, il faut un carburant qui tienne la route, et oser penser de façon extrêmement différente, parce qu'on s'aperçoit en particulier que les transferts de technologie ne viennent pas du sujet lui-même, mais d'autres. Donc, je pense que vous avez là des cartes à jouer extraordinaires et que ça peut être vraiment une ère de décollage où nous sommes aujourd'hui. J'aimerais répondre à vos questions maintenant parce que ça serait une bonne idée si vous avez des questions sur ce sujet. Merci avant de commencer les questions, merci de votre intervention, docteur Frédéric Salman. Et je demande sur scène à ce que les étudiants qui ont préparé leurs questions, s'ils peuvent me rejoindre, les étudiants qui ont préparé leur intervention, venez. N'ayez pas peur. Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une question. Mis à part le vieillissement prématuré et toutes les maladies, on parle beaucoup avec le transhumanisme de l'immortalité, d'étendre l'espérance de vie humaine. Étant donné que vous avez fait des travaux sur le ratope, est-ce que vous avez un point de vue, est-ce que vous pensez que c'est dangereux pour la société de pouvoir justement presque atteindre l'immortalité ? Alors, atteindre l'immortalité, on n'y est pas. Prolonger de façon considérable, on n'est pas loin. Alors, problème majeur, sociétal, philosophique, économique, éthique, ça devient très compliqué l'histoire. Qui va avoir accès ? Donc en fait, au niveau scientifique, moi je trouve ça extraordinaire parce que fabuleux. Toutes les gens qui disent bon finalement je préfère mourir de ma belle mort, ça sera bien. Bon d'abord là, c'est très rare. D'habitude c'est des longues souffrances pendant des années. Et ensuite, quand les gens sont sur le point de mourir, moi, je me souviens d'une femme que j'avais vue, il y a longtemps, j'étais en garde, qui avait 102 ans. Et son cœur était en train de lâcher. Pour que ça tienne, il fallait mettre un pacemaker. Donc, je demande aux enfants, qui n'étaient pas très jeunes d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ? Elle me dit, voyez avec notre mère. Elle était bien. Je lui dis, est-ce que vous voulez que je vous mette une pile ? Elle m'a dit, est-ce que je peux encore tirer 6 mois ? Je lui dis, oui, c'est jouable. Elle dit, on y va. En fait, à un moment donné, c'est une réflexion. Parfois, il y a des réflexions religieuses. Moi, j'ai fait beaucoup de massages cardiaques à des gens qui étaient morts dans ma carrière. Et je leur demandais, c'est comment de l'autre côté vous étiez morts ? Racontez-moi l'histoire. Rien. Certains me parlaient d'un tunnel lumineux. Je dis, yes, il y a quelque chose. Malheureusement, les ophtalmos, il n'y a pas longtemps, ont découvert que c'est une réaction de la rétine chez certains sujets. Bon, comme je disais, il y a eu 108 milliards de morts depuis l'humanité. Ça fait une logistique au ciel très compliquée à gérer. Donc, tout est possible. Pourquoi pas ? Mais prolonger la vie en bonne santé, pour moi, ça a beaucoup de sens parce que la vie, c'est formidable. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Je suis tombée sur une vidéo, un TEDx que vous aviez fait à Marseille, il me semble, où vous dites que vous continuez de prescrire des médicaments, bien que ce soit pour vous pas forcément la solution. La première question, c'est pourquoi continuer de prescrire des médicaments ? Et la deuxième, c'est est-ce que vous ne vous sentez pas forcément pas marginal par rapport aux autres médecins ? Je considère qu'aujourd'hui, on est rentré dans un système où c'est un symptôme, un médicament. Je ne dors pas, je prends un somnifère. Or, la prise de somnifères régulière augmente le risque d'Alzheimer. J'ai mal au dos, je prends des anti-inflammatoires. Ça fait des vrais dégâts quand on en prend régulièrement, au lieu de perdre du poids parce que ça comprime les vertèbres, par exemple. Donc, à un moment donné, les gens sont malades de trop de médicaments. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le meilleur médicament, c'est vous » qui résume ma philosophie. Je prescris des médicaments quand je n'ai pas le choix. Il y a des cas où, effectivement, il faut un traitement. Mais je vais essayer par tous les moyens d'éviter. Si je suis coincé et qu'il faut vraiment le médicament, je le prescris. Mais les pharmaciens m'aiment pas trop parce que mes ordonnances sont très courtes. Juste exactement ce qu'il faut, mais pas plus. Parce que quand vous mettez 2, 3, 4 médicaments ensemble, ça fait des cocktails. Et les effets secondaires des médicaments sont à prendre en ligne de compte. Donc, oui, mais pas trop. En France, on est les champions du monde de consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Je n'ai pas le moral, je prends un cachet. Je suis déprimé, j'en prends un en plus. Ça, sans compter tous les effets secondaires qui vont avec et qui vont parfois déprimer, comme par exemple une chute de la libido qui va déprimer encore plus. Donc, ma stratégie, c'est oui aux médicaments quand je n'ai pas le choix. Hi, nice to meet you.
My question is, seeing as your family was in textiles and the clothing industry, correct? What made you want to pursue matters of the heart or cardiology or medicinal purposes? And would you imagine doing anything else that would make such a big impact as you have today? En fait, ma famille était... Wikipédia dit parfois des choses qui ne sont pas complètement exactes. D'un côté, c'était des meuniers. De l'autre côté, c'était des herboristes qui soignaient par les plantes. Donc, j'ai un petit background. Ensuite, c'est pour ça que souvent, quand on cherche des sources d'information, Wikipédia, j'ai lu ma page, il y a une grosse partie qui ne correspond à rien. Chacun peut mettre des infos. Bon. Je pense qu'à un moment donné, en tout cas, la voie que j'ai choisie n'a jamais été un sujet, mais une évidence. Quand on a la chance de faire un métier qui correspond à une passion, je peux vous le dire, je n'ai jamais travaillé. À un moment donné, on sent qu'on est complètement en phase avec ce qu'on fait. Et on tire... Il y a eu une expérience qui a été faite sur qu'est-ce qui rend les gens heureux. Il faut que je vous parle de ça. Ça a eu lieu aux États-Unis. On a donné à des gens des réveils qui sonnaient de façon aléatoire dans la poche. Et chaque fois, ils devaient noter ce qu'ils faisaient et de 0 à 10 leur niveau de bonheur. Et puis, au bout de quelques mois, on a relevé les copies sur ces milliers de personnes. 5, 6, 7, plutôt 5, 6, c'était toujours les mêmes choses. C'était les loisirs, les amis, les vacances, faire l'amour, les sorties, etc. Et 9, 10, le plus haut niveau de bonheur, c'était toujours pareil, des gens qui, par leur métier, vraiment se réalisaient. Il y avait bien sûr des artistes, il y avait une fleuriste avec ses bouquets de fleurs, il y avait des gens qui étaient tellement heureux de ce qu'ils faisaient, qui touchaient au plus haut niveau de bonheur. Eh bien, on s'est aperçu que ces gens-là avaient en plus un autre point commun. Ils avaient des télomères très longs. Alors, qu'est-ce que c'est que les télomères? C'est des petits manchons qu'on a au bout de nos chromosomes. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé. Plus ils sont courts, plus on meurt rapidement de toutes les maladies. Autrement dit, si je vous faisais à tous aujourd'hui une prise de sang pour avoir la longueur de vos télomères, je n'aurais pas votre âge chronologique, mais votre âge biologique, quelque part, le temps qu'il vous reste à vivre. Eh bien, les gens qui étaient à fond dans ce bonheur incroyable de se réaliser tous les jours, eh bien, avaient des télomères beaucoup plus longs. En fait, il faut en permanence être en activité. Vous savez, il y a eu une publication qui a montré qu'en 3 semaines de vacances, ça tombe bien, on est fin août, on perd 20 points de quotient intellectuel. Donc, ça tombe bien qu'on soit ensemble aujourd'hui. Einstein le disait, la vie, c'est comme la bicyclette. Quand on arrête de pédaler, on tombe. On est comme des montres automatiques, on se recharge dans le mouvement. Donc, au niveau physique, par exemple, si je plâtre vos 2 jambes pendant 2 mois, quand je casse le plâtre, on tombe par terre, il n'y a plus de muscles. Que ce soit le cerveau, le corps, c'est le mouvement et l'activité qui fait. Et si on intègre ce qu'on fait par rapport, on se réalise dans ce qu'on choisit, on a une santé éblouissante. Moi, j'ai une petite cohorte à l'hôpital que je suis de centenaires. Ils ont des tas de points communs. Bon, ils sont minces, ils sont très actifs, ils font du sport. Ils ont tous ce point commun d'activité et surtout, bien sûr, il y a eu des problèmes médicaux, mais on y va. Et quelque part, quand on fait ce qu'on aime, c'est extraordinaire ce qui va se passer. Donc, l'activité, vous êtes au point...
C'est génial d'être étudiant, on peut choisir sa vie, on peut choisir ce qu'on va faire, mais guidez-vous par vos passions. C'est la façon de se propulser la plus magique au monde. Pour être heureux, et c'est vrai que le bonheur joue dans la longévité, on a découvert que les pessimistes vivent 7 ans de moins que les autres. Une autre étude aussi a montré, c'était fait en Allemagne, que l'absence totale de stress fait mourir beaucoup plus vite. Donc, par rapport à une philosophie « je fais rien, je vais bien », ça ne se joue pas comme ça, la partie. Bonjour monsieur, tout d'abord merci pour cette conférence très complète. Vous l'avez introduite et conclue en parlant de la créativité. Alors j'avais une question, en quoi la créativité, l'imagination, pouvez-vous nous citer un moment important en fait, de créativité dans votre réussite, dans votre parcours professionnel? C'est tous les jours. Mais je veux dire que la créativité, c'est ce qui vous permet à un moment donné de comprendre. Par exemple, en observant ces ratopnus dont je parlais, on se dit, mais ils sont loin, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont de commun avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'observation qui va faire qu'on va avoir une idée qui arrive d'ailleurs. Elle n'est pas, c'est par exemple de découvrir qu'un élément peut être transposé dans un autre. Quand par exemple vous avez les bifidus qui sont des bactéries qu'on trouve dans les intestins, vous les mettez dans des yaourts, vous vous apercevez que vous créez les bifidus. Donc il y a des moments en recherche passionnants. En ce moment, par exemple, j'aime bien parler du présent, on travaille sur un dispositif sur la prévention des AVC. L'exemple est très concret. En France, tous les ans, il y a 150 000 accidents vasculaires cérébraux qui touchent des gens de tous les âges. Où d'un seul coup, du jour au lendemain, les gens se retrouvent, pour la majorité, dans un fauteuil roulant hémiplégique. Où ils perdent la vue, la parole, c'est un cauchemar. 150 000 par an, franchement, c'est beaucoup. Pour relativiser, il y a 75 000 infarctus, 150 000 AVC, et c'est en train de grimper. Eh bien, on connaît certaines causes, à peu près 60% des causes. Je te donne un exemple. Première cause, le cœur qui bat irrégulièrement par moment, ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Et comme il n'est pas régulier, entre deux pauses un peu longues, un petit caillot se forme qui monte au cerveau et une partie va être grillée. Ou bien une hypertension artérielle inconnue qui fait éclater un vaisseau. Ou bien une artère, chez des sujets plus âgés, en train de se refermer, qui va priver d'oxygène. Mais ça, c'est 60%. Et 40% des cas, on appelle ça idiopathique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Et je me souviens d'un AVC, j'ai une femme qui n'avait rien de particulier, 38 ans, mais qui, du jour au lendemain, s'est retrouvée paralysée. Et puis, j'ai remarqué qu'avec mon collègue, qu'on avait beaucoup de gens ont des toutes petites plaques sur les carotides, de rien du tout. Petites. Ces petites plaques insignifiantes, parfois peuvent se fragmenter et un tout petit bout part au cerveau. Comment on s'en est aperçu? Parce qu'en observant, en récupérant des fragments, on a vu que c'était les mêmes. Eh bien, j'ai eu l'idée d'appeler les sismologues en France. Ça faisait pour eux assez bizarre. Et j'ai eu la chance de rencontrer les sismologues les plus costauds au niveau technique. Et ces sismologues, je leur ai dit, écoutez, comment vous prévoyez les tremblements de terre? Ils m'ont expliqué leur technique avec des capteurs, etc. Je dis, est-ce qu'on peut miniaturiser ce système?
et regarder ici, faire des calculs, bien sûr avec de l'IA, pour regarder s'il y a des risques ou pas de fissure de ces petites plaques. Et bien, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est passé de la sismologie à la cardiologie. En partant de l'observation. Ben, en se disant où est-ce que les plaques bougent. Merci beaucoup. Et c'est une start-up qui est lancée dans ce domaine.